Paris, ville des amoureux et des poètes, des mousquetaires et des baladins, des peintres et des jongleurs. Paris de François Villon et de Jacques Prévert, de Saint-Louis et de Napoléon, de Molière et de Jean-Paul Sartre, d'Esmeralda et de Madame de Guermantes, du Menuet et du bal Musette. Paris des palais seigneuriaux et des jardins cachés, bruissant encore d'intrigues et de tendres soupirs. Paris des quais lumineux et des monuments altiers, de fougue et de grâce mêlées. Depuis les premiers Celtes, il y a plus de 2000 ans, chaque époque a laissé dans Paris sa trace, qui se fond dans les autres, subtilement, pour lui donner ce charme, cette élégance qui touche au cœur de tous, même de ses habitants les plus blasés. Le voyageur qui vient à Paris en cherche parfois les symboles les plus frivoles. Il les trouvera, mais son plaisir sera plus grand encore de découvrir que dans cette ville si chargée d'histoire, le poids des siècles n'est pas écrasant mais impalpable, aérien. Le pas du promeneur se fera léger, et lentement, du pont des Arts à Saint-Germain, du quartier du Marais aux hautes tours de Notre-Dame, qu'admirèrent tant de rois et d'artistes, il sera gagné par ce sentiment intime et précieux, l'harmonie. C'est à partir de Notre-Dame que sont mesurées les distances qui mènent partout en France vers ces régions si diverses. Quelques kilomètres à peine séparent Paris, si souvent insurgé, du plus célèbre des châteaux royaux, Versailles. Sous Louis XIII, ce n'était qu'un simple pavillon de chasse, mais depuis 1661 s'élève ici un palais sans pareil, voué à la gloire du plus puissant monarque de ce temps, Louis XIV, le roi Soleil. Les plus grands artistes de l'époque, 36 000 ouvriers et 6 000 chevaux, participèrent à cette œuvre gigantesque, le roi lui-même ne cessant de dicter ses choix et de veiller à l'évolution des travaux. Dans son enfance, Louis XIV avait dû fuir Paris une nuit de janvier, avec sa mère, Anne d'Autriche. C'était l'époque de la Fronde. Sans doute voulut-il affirmer à Versailles sa méfiance de la grande ville et sa volonté de toute puissance. Ce faste devait servir et illustrer sa grandeur. Il s'installa ici définitivement en 1682, et Versailles devint alors un lieu brillant et futile, où les courtisans se pressaient à la recherche d'une faveur royale. Mais c'était aussi le symbole d'un pouvoir écrasant et splendide, d'où repartaient émerveillés les ambassadeurs étrangers reçus en audience, qui propageaient chez eux les échos de cette gloire. Les pièces de Molière, Boileau, Racine, les ballets de Lully, tous pensionnés par le roi, se jouaient ici. Paris était éclipsé. Dans les jardins à la française, tracés par André Le Nôtre, les proportions sont parfaites. La technique y est au service de l'élégance, car il les dessinait selon les lois mêmes de l'optique. Sculptures et jeux d'eau, eux aussi, témoignent de l'âge d'or de l'art classique. Deux autres souverains vivront à Versailles, mais c'est dans ces lieux mêmes, exaltant la monarchie absolue, divine, éternelle, que se tiendront en mai 1789 les États généraux, premier frémissement de la Révolution. Giverny est un modeste village de l'Eure, à mi-chemin de Paris et de la côte normande. Sans doute est-ce pour cela que Claude Monet, le premier impressionniste, s'y établit, lui qui avait grandi près du Havre et débuté à Paris avec ses amis Renoir et Sisley. Pour Zola, il était l'un des peintres qui aiment notre temps.
Ces jardins si lumineux et cette maison furent son domaine pendant plus de 40 ans. Et c'est ici qu'il mourut, en 1925. Il peignit en Norvège, en Hollande, en Italie, mais toujours il revint à Giverny pour y saisir la caresse du vent, la fluidité de l'air et les effets changeants de la lumière. C'est ici que Monet, le précurseur tranquille, produisit sa dernière série, Les Nymphéas. Un même sujet, et pourtant chaque fois différent. Une quiétude absolue, une immobilité apparente, et pourtant dans chaque toile une infinité de contrastes, d'alternances, l'eau et les plantes entremêlées, le lent mouvement perpétuel de la vie. Cette Normandie verte et paisible présente des paysages domestiqués depuis toujours par une longue pratique paysanne, ceux des contes de Maupassant. Quant aux chevaux, ils sont ici à l'honneur depuis le XIVe siècle, quand les chevaliers normands les élevaient pour la guerre. Sur cette vieille terre féodale, partout, châteaux et manoirs règnent sur quelques hectares chacun, comme un lien entre les âges. Au château du Breuil, on perpétue une tradition séculaire. Transformer dans le secret des caves le modeste cidre distillé et vieilli dans des fûts de chêne en une eau-de-vie odorante, le Calvados. L'art roman et l'art gothique s'épanouirent en leur temps en Normandie, mais le charme particulier de l'architecture régionale tient aux maisons à colombage. Beuvron-en-Auge en est un parfait exemple. Ces maisons à pans de bois furent construites à la fin du Moyen Âge, quand Anglais et Français luttaient sans merci pour le duché. Dans cette province retentit pendant des centaines d'années le fracas des combats, et dès le IXe siècle, les raids meurtriers des Vikings la ravagèrent périodiquement. Chaque année ramenait leur dracard, et pour assurer la paix, il fallut au roi de France Charles le Simple concéder cet immense fief aux guerriers venus du Nord, les Normands. Les Vikings atteignirent Paris, et pour remonter la Seine, ils abordaient bien souvent par Honfleur. Plus tard, après que le duc de Normandie Guillaume eut conquis l'Angleterre, c'est par ce port que passait l'essentiel du commerce franco-anglais. Il n'est plus fréquenté de nos jours que par des navigateurs de plaisance et des touristes, sensibles aux façades d'ardoise des maisons autour du vieux bassin, et à la lumière qui inspira les peintres Boudin ou Pissarro. À l'entrée de Deauville, la station balnéaire la plus connue de Normandie, un panneau indique « Paris, 200 km ». C'est sans doute cette proximité qui fait du Deauville de Sagan ou le Louche le lieu pour jouer, danser, s'amuser comme dans la capitale, avec la plage en plus. Sur les plages de Normandie s'écrivit aussi l'histoire le 6 juin 1944. Devant Sword, Juno, Gold, Utah, et ici, Omaha Beach, plus de 5000 navires déchirèrent la brume pour la plus grande opération amphibie de l'histoire. Vous partez maintenant pour la grande croisade, en vue de laquelle nous nous sommes préparés depuis de longs mois. Les espoirs et les prières des hommes du monde entier vous accompagnent. Ainsi s'adressa à ces hommes le général Eisenhower ce matin-là.
Sous le feu d'enfer des défenseurs allemands, au milieu des champs de mines, devant les blocos cyclopéens, les soldats américains tombèrent par milliers et on frôla le désastre total. Il fallut un surcroît de bravoure aux troupes d'assaut, notamment aux Rangers, qui s'emparèrent d'une batterie au sommet des falaises de la pointe du Hoc. Leur héroïsme fut tel que ce site a été concédé à perpétuité aux États-Unis. Tant d'hommes perdirent la vie dans ces combats de Normandie. Au cimetière de Colleville-sur-Mer, sous les croix alignées, reposent 9836 soldats américains. 1500 autres, dont les corps ne furent jamais retrouvés, sont honorés par un mémorial. Du cimetière, en contrebas, on aperçoit Omaha Beach. Bayeux, première ville normande libérée en 1944, conserve le souvenir d'une autre expédition à travers la Manche, menée par le duc de Normandie Guillaume Ier. Il y gagnera le surnom de conquérant, plus glorieux que celui dont on l'affublait jusque-là, Guillaume le Bâtard. En 1066, Guillaume débarque dans le Sussex avec 6000 chevaliers et hommes d'armes et écrase bientôt le roi Harold à la bataille d'Hastings. En quelques années, Guillaume soumet toute la Grande-Bretagne, inaugurant ainsi 8 siècles de rivalité franco-britannique. C'est cette épopée guerrière que raconte la tapisserie de la reine Mathilde. Les côtes de mailles qui scintillent, le choc des épées sur les aumes, les chevaux fous, tout est là. 70 mètres d'une broderie contemporaine des faits, comme une chanson de gestes en images. On y aperçoit aussi une petite colline cernée par les flots. C'est le Mont Saint-Michel. Cette petite île était déjà sacrée pour les Celtes, mais c'est en 709 qu'elle devint un lieu de culte chrétien. Cette année-là, l'évêque Aubert y consacra à l'archange Michel une première chapelle. Au fil des siècles, la construction s'agrandit, s'enrichit, et elle devint la plus influente abbaye bénédictine de France. Ce fut aussi une forteresse imprenable. Durant la guerre de Cent Ans, les Anglais s'étaient emparés de tous les bourgs et les places fortes de la région entière. Le Mont Saint-Michel, lui, repoussa tous leurs assauts. Aujourd'hui, l'îlot est un des sites les plus visités au monde. Officiellement, il ne compte pourtant pas même 100 habitants. Pour construire l'abbaye, la nature proposait aux architectes un singulier défi. Il fallait composer avec l'étroitesse et l'escarpement des lieux. Tout serait donc vertical, tendu vers le ciel. Un monastère bâti sur 3 niveaux, la Merveille, fut ajouté à l'église au début du XIIIe siècle. Au niveau supérieur, dans le cloître, les arcades du déambulatoire symbolisent les 4 rivières du paradis. La vie monastique s'est perpétuée sans heurts jusqu'à nos jours. Il y a donc plus de 1000 ans que l'abbaye du Mont Saint-Michel est occupée par les moines. Au niveau inférieur, la grande salle gothique, dite salle des chevaliers, abritait les défenseurs de l'île.
Le secret de la construction de l'abbaye se livre sous l'église. D'énormes piliers et une série de cryptes transfèrent le poids de l'édifice au soubassement. L'ensemble de la structure double la hauteur de l'île. La quête spirituelle et la curiosité artistique, aussi nobles soient-elles, ne sauraient faire oublier aux visiteurs les nourritures terrestres. Et le Mont peut s'enorgueillir d'une spécialité mondialement célèbre, l'omelette de la mère Poulard. La marée peut atteindre ici 15 mètres d'amplitude, et quand elle monte, c'est à une allure foudroyante. Comme un cheval au galop, dit-on. Sur l'autre rive de la baie commencent les côtes de Bretagne. Cette province celtique fut rattachée à la France au XVIe siècle, et dès lors, lui donna l'essentiel de ses marins. Depuis toujours, les Bretons vont en mer pour puiser dans ses richesses et en tirer leur subsistance. Mais parfois, c'est à leurs pieds même qu'elle dispense ses largesses. Ici, à Cancale, on se consacre passionnément aux huîtres depuis l'époque gallo-romaine. Creuses ou plates, selon les goûts de chacun, leur saveur, paraît-il, est exceptionnelle. On peut d'ailleurs en juger sur place, car dans les cafés du port se déguste la récolte du jour. Saint-Malo est le plus célèbre des ports bretons, et ses navires, de guerre ou de commerce, cinglèrent sur toutes les mers du monde. C'est ici qu'appareilla en 1533 Jacques Cartier, qui découvrit pour le roi de France le lointain Canada. Plus tard, ce sont les briques et les goélettes des corsaires, ces francs-tireurs de la marine royale, qui enrichirent le port de leur prise. C'est d'ici enfin que s'élancèrent tant de Terre-Neuva pour d'interminables et périlleuses campagnes de pêche à la morue. Derrière les remparts, qui datent par endroits du XIIe siècle, s'étend une ville de granit minutieusement reconstruite après les graves dommages de la Seconde Guerre mondiale. À quelques encablures du chemin de ronde, le rocher du Grand B porte le tombeau de Chateaubriand, face au large. En bon malouin, l'écrivain avait commencé sa carrière en guerroyant aux Amériques. Plus loin, la cité honore le plus intrépide de ses corsaires. Robert Surcouf causa aux Anglais tant de dommages qu'ils mirent sa tête à prix. En vain. De l'autre côté de la péninsule bretonne, aux environs de Nantes, débouche sur l'Atlantique le plus long fleuve français, la Loire. Par le Forez, le Berry, la Touraine et l'Anjou, ses eaux s'écoulent sur 1000 km, au cœur même de la France, séparant peu ou prou le pays d'Oc et le pays d'Oyle. « 2000 ans durant, les hommes ont navigué sur la Loire, qui a soutenu une longue prospérité. Sur son cours, on créa des villes, on jeta des ponts, on bâtit des châteaux. Les bateaux à fond plat la remontaient jusqu'à Orléans, chargés de marchandises qui changeaient de main au gré des nombreux marchés tenus sur ses rives. Ces temps sont révolus, et de nos jours, la Loire est étrangement le moins maîtrisé des fleuves français, à la fois alangui et sauvage.
Dans cette terre riche et fertile, tout au long de la vallée de la Loire, s'épanouit l'activité viticole. Le pays nantais offre ses vins blancs, gros plans ou muscadets, qui embellit poissons et fruits de mer. En Anjou, on trouve tous les cépages, tous les styles de vin. Saumur-Champigny, Cabernet d'Anjou, Gamay sont célèbres à juste titre. En Touraine, c'est le Pinot Noir, le Bourgueil, bien d'autres encore. Comment oublier enfin que Pantagruel et Gargantua, dans leur festin dionysiaque, engloutissaient des dizaines de litres du vin préféré de leur créateur Rabelais, le Chinon. Il y a 900 ans, un prédicateur itinérant nommé Robert d'Arbrissel fondait ici, près de Saumur, l'abbaye de Fontevraud. Sous la férule très ferme d'une abbesse, un monastère d'hommes voisinait avec 4 couvents de femmes. Tous étaient bénédictins. Entre ces murs se côtoyaient des veuves de la noblesse, des érudits, des lépreux. Sous ce cloître, déambulaient d'anciennes prostituées, des théologiens et des princesses du sang. Louis XV fit même élever ses filles à Fontevraud. Dans la salle capitulaire, des fresques du XVIe siècle racontent la vie de cette abbaye choyée par les rois de France. Dans la nef de l'église romane reposent les premiers Plantagenets. Ces turbulents rois anglais, qui ne parlaient que le français, régnèrent aussi sur une bonne partie de la France. Il s'agit de Richard Cœur de Lion, guerrier et poète, héros des croisades, et de ses parents, Aliénor d'Aquitaine et Henri II. Pendant 150 ans, Chinon fera partie des possessions des Plantagenets. Il fallut à Philippe Auguste un très long siège pour la ramener à la couronne de France. C'était en 1205. C'est ici qu'en 1214, Jean Santerre, le frère retors de Richard Cœur de Lion, dut abandonner par traité ses terres françaises. 200 années s'écoulent encore, et en 1429, le 25 février, dans le château du Grand Logis, une silhouette menue s'approche du roi et bouscule l'histoire. C'est Jeanne d'Arc. Cette région offre par ailleurs une des merveilles de la France, cet ensemble unique qu'on nomme Château de la Loire. Ils furent édifiés entre 1420 et 1530 et témoignent d'une transformation radicale du goût et des modes de vie de la noblesse. Les donjons austères, les échauguettes, les machicoulis d'où l'on jetait l'huile brûlante sur les assaillants, tout cet appareil militaire disparaît. C'est l'heure des peintres, des créateurs inspirés, de l'effervescence artistique et intellectuelle, l'heure de la Renaissance. Le château de Blois fut pendant un siècle la résidence préférée des rois de France et plusieurs d'entre eux y laissèrent leur empreinte. Blois est ainsi une anthologie à ciel ouvert des styles successifs de l'époque. De briques et de pierres, l'aile gothique, chargée de petites sculptures, date de Louis XII. C'est ici que ce souverain très populaire signa la Grande Ordonnance, code de procédure préfigurant l'État moderne. Au mur, il tint à faire apposer son emblème, le porc-épic, symbole de sa devise « Qui s'y frotte, s'y pique ». L'aile François Ier est un chef-d'œuvre de la Renaissance française, profondément influencé par l'art italien. Son plus bel ornement est la façade des loges, avec le célèbre escalier à vis, frappé de la salamandre royale. François Ier, protecteur des arts, adora son château de Blois et y résida le plus souvent possible. En 1588, alors que la France est en proie à de graves conflits religieux, Henri III convoque à Blois les États généraux. Les députés, qui le jugent comme un catholique trop tiède, n'en ont que pour le duc de Guise.
Henri, craignant pour sa couronne, fait venir le duc dans sa propre chambre, où les gardes du roi l'assassinent. Caché derrière les tentures, le roi observe la scène. 6 mois plus tard, il tombera à son tour sous le poignard d'un moine fanatique. Le château de Chenonceau est une affaire de femme. C'est ici qu'Henri II, fils de François Ier, installa sa maîtresse Diane de Poitiers. Cette femme étonnante avait d'abord été chargée de l'éducation du jeune Henri, alors dauphin de France, et bien qu'elle eût 20 ans de plus que lui, il en tomba fou amoureux. Son mariage avec Catherine de Médicis ne changea rien, et la reine dut ronger son frein pendant les 12 années de règne de son mari. À la mort du roi, Catherine de Médicis fit chasser Diane de Chenonceau, dont elle fit sa résidence préférée. Diane avait-elle fait construire un pont qui enjambait le Cher? Catherine y fit rajouter cette galerie, dans le style de la galerie des Offices de sa Florence natale. Au mur, pourtant, les initiales d'Henri, Catherine et Diane s'entrelacent encore. La dernière reine qui vécut au château fut Louise de Lorraine. Elle était l'épouse d'Henri III, le fils préféré de Catherine de Médicis. Lorsqu'il fut assassiné, en 1589, celle-ci légua Chenonceau à Louise. Dans cette chambre, qu'elle fit redécorer de noir, Louise de Lorraine s'enferma jusqu'à sa mort. François Ier, roi bâtisseur, se fit construire des châteaux, dont le plus imposant est Chambord. Mais Hazel-Rideau lui coûta moins d'efforts, puisqu'il le confisqua tout bonnement à son ministre des Finances. Après des années de combat, le roi s'était alors voué à l'humanisme, à la connaissance, aux arts. Il admirait Erasme, Léonard de Vinci était son conseiller, Clément Marot et Rabelais étaient reçus à la cour. François Ier lui-même s'essaya au sonnet, avec quelque bonheur. Cette douceur de vivre, cet apaisement, sont lisibles dans les courbes des châteaux de l'époque. Sa position dans le Blésois, entre Chambord et Amboise, fait classer Cheverny parmi les châteaux de la Loire. Cependant, il est bien postérieur, puisqu'il fut achevé vers 1630, et il ne leur ressemble pas. Derrière sa façade de pierre blanche, le château présente un décor unique et préservé, souvenir fidèle de la vie de la noblesse sous le règne de Louis XIII. La chambre royale, qu'aucun souverain pourtant n'honora de sa présence, les lambris, la grande tapisserie des gobelins de la salle des armes, les motifs gréco-romains, les meubles au piétement en spirale, tout cela est inchangé depuis lors, jusqu'à l'escalier en pierre sculptée. C'est l'époque de la splendeur des grands et de la misère du peuple, de la puissance extérieure et de la fragilité intérieure. Mais c'est aussi l'époque des démonstrations de Descartes et des fulgurances de Pascal. À Paris, Richelieu conseille le roi et, de fait, gouverne. Le jeune d'Artagnan, ombrageux et timide, ferraille à tout propos. C'est la France de Louis XIII. La chasse était de loin l'activité de prédilection du roi, et bien des nobles français partageaient ce goût.
Dans la salle des trophées, les bois de plus de 2000 cerfs, pris ou tirés sur les terres de Cheverny, racontent cette passion. Tous les châteaux des pays de la Loire sont liés à l'histoire de France, artistique et politique. Saumur, dont la silhouette est encore féodale, fut un haut lieu protestant pendant les conflits religieux, et plus tard un bastion des Chouans. À Amboise, Charles VIII mourut accidentellement et les Guises réprimèrent cruellement une conjuration. Mais c'est aussi là que séjourna Léonard de Vinci, dont la lumière demeure. Dans la partie est de son parcours, la Loire effleure les marches d'une région jadis autonome et puissante, la Bourgogne. Du glacial plateau de Langres aux grasses terres d'élevage du Charolais, ces paysages sont contrastés et essentiellement ruraux. Sur cette terre eut lieu un des événements décisifs de l'histoire de France, la bataille d'Alésia. En 52 avant Jésus-Christ, après 100 ans de combats sporadiques, les légions romaines commandées par Jules César s'emparèrent de cet ultime nid de résistance gaulois. Vercingétorix, le chef des assiégés, fut ramené triomphalement à Rome et étranglé dans sa prison. C'est le premier héros officiel de l'histoire de France. La Pax Romana établie, une civilisation originale allait s'épanouir en Gaule, née de la symbiose entre Celtes et Latins. Dès le IIe siècle, le christianisme apparut en Gaule dans les ports du Midi et par la vallée du Rhône se répandit dans le pays. Son rôle allait être considérable. Parmi les ordres qui fleurirent au Moyen-Âge, l'un eut pour berceau la Bourgogne, celui des Cisterciens, nés en forêt de Cîteaux. L'abbaye de Fontenay, dans la Côte d'Or, compta 300 moines, scripteurs et agriculteurs. C'est de nos jours le plus bel exemple de l'architecture cistercienne. Prônant le retour à l'Église des premiers âges, les règles de l'ordre interdisaient les études profanes et exigeaient la pauvreté complète. Austérité absolue, nudité de l'Église, absence totale de décorum, tout devait concourir à la prière et à la méditation. En se développant vers l'Europe de l'Est et la péninsule ibérique, l'ordre allait contribuer à propager ses principes, mais aussi le style gothique primitif, né dans la France du XIIe siècle. Hors des murs des abbayes, loin de ce dénuement, la Bourgogne était aussi terre de commerce et de richesse. Semur en Auxois, comme d'autres villages bourguignons, profita de cette époque dorée. En fait, les États bourguignons, bien plus vastes que la Bourgogne actuelle, étaient les plus prospères de l'Europe du XVe siècle. Charles le Téméraire, rival acharné du roi Louis XI, était aussi duc de Brabant, de Luxembourg, comte de Flandre, d'Artois, de Hollande et d'autres lieux. Les drapiers des Pays-Bas, les marchands bavarois, les banquiers italiens, tous se pressaient en Bourgogne. Les Bourguignons battaient monnaie, levaient des troupes, édifiaient des remparts et remerciaient le ciel de leur prospérité en bâtissant des églises. En ces temps guerriers, l'escargot fut l'emblème des ducs de Bourgogne. Semur en Auxois est un don précieux, une part d'un héritage à transmettre.
En bordure du massif du Morvan, la petite éminence de Vézelay a gagné le nom de colline éternelle. Elle le doit à son illustre basilique, Sainte-Marie-Madeleine. Depuis le IXe siècle, Vézelay est un haut lieu religieux qui dut sa gloire aux reliques légendaires de Marie-Madeleine. Au Moyen Âge, les pèlerins affluaient de toute l'Europe vers ce petit bourg fortifié. L'importance de Vézelay dans la chrétienté était telle que saint Bernard y bénit la seconde croisade en 1146. 44 ans plus tard, les deux rois rivaux, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, pour une fois unis, prirent la croix ici même. Rassemblés au pied de l'église, leurs troupes s'ébranlèrent, en route pour l'aventure de la troisième croisade. Au fil du temps, Vézelay sombra dans l'oubli. La Révolution causa de graves destructions. Et ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que Viollet-le-Duc, comme il le fit à Saint-Denis ou à Carcassonne, entreprit son œuvre de restauration. La façade actuelle est le fruit de son interprétation romantique de l'art médiéval. Un petit musée, attenant à l'église, abrite les sculptures d'origine, celles sous lesquelles vint à plusieurs reprises prier le roi Saint-Louis. Plusieurs éléments de la décoration de la basilique sont cependant d'origine. Le plus remarquable d'entre eux est le tympan. Dans un style très mouvementé, il représente le Christ, confiant aux apôtres leur mission. Vers eux, descendent des raies de lumière venus de ses mains. Comme beaucoup d'églises de France, Sainte-Marie-Madeleine fait voisiner plusieurs styles architecturaux. Dans la nef, la manière d'utiliser l'espace par la répétition des travées, les voûtes en pierre, les petites fenêtres, est caractéristique de l'art roman. Le chœur, lui, est de style gothique. Les voûtes ogivales, croisées, comme jetées du sommet des piliers, et les fenêtres bien plus larges le montrent clairement. Sur les chapiteaux de la nef, ces sculptures étonnantes sont l'une des singularités de Vézelay. Elles racontent des épisodes de la Bible, à l'intention des fidèles illettrés de l'époque. L'église devient alors un livre, écrit dans la pierre. D'autres histoires sont ainsi retracées, et les pèlerins qui franchissaient le seuil développaient leur connaissance autant qu'ils fortifiaient leur foi. Pour certains, Vézelay était le but même du pèlerinage. D'autres, au contraire, partaient d'ici vers Saint-Jacques-de-Compostelle par les routes poudreuses. Au XXe siècle, cette paix a séduit plusieurs poètes et écrivains qui se sont installés sur la colline sacrée. La propagation du christianisme eut bien sûr des conséquences temporelles, entre autres l'essor du vin. Chaque monastère s'entourait en effet d'un enclos où il récoltait son vin de messe, et les évêques encourageaient la culture de la vigne. Avec ceux du Bordelais et de Champagne, les vins de Bourgogne sont les plus célèbres de France, et Beaune est leur capitale. De Dijon à Mâcon, plus d'1 million d'hectolitres sont produits chaque année, dont un quart de grands vins. Autant qu'un commerce fructueux, la vigne est ici une pratique culturelle, une part du patrimoine. Dans les caves du Patriarche, vieillissent lentement 1 million de bouteilles d'excellent Bourgogne. Autour de Beaune, cette région de Haute-Bourgogne regorge de crus à la renommée universelle.
La présence d'un grand escarpement rectiligne, la Côte d'Or, l'abri qu'il offrait contre les vents, la nature du sol calcaire très perméable au soleil étaient des facteurs favorables à la vigne. Sur moins de 50 km, se succèdent ainsi Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges, Vougeot, Pommard, Meursault, d'autres encore. En novembre se tient à Beaune une très importante vente de vin aux enchères. Le lieu magnifique où s'estiment les cours eut jadis une toute autre fonction, ce sont les hospices de Beaune. Les atrocités de la guerre de Cent Ans, les souffrances des malades et des gueux avaient tant ému Nicolas Rolin, un conseiller de Charles le Téméraire, qu'il fit construire cet hôpital pour les accueillir. Autour de la cour, une grande galerie en bois surplombait cuisine, pharmacie et infirmerie. À l'intérieur de ce joyau gothique, jouxtant la chapelle, la grande salle des malades offrait à tous les indigents un confort alors inconnu. Aux hospices de Beaune, la compassion spirituelle et l'aide matérielle et médicale ne faisaient qu'un. La Saône, qui coule en Bourgogne, se jette dans le Rhône à Lyon. En suivant ce fleuve, 200 km au sud de la capitale des Gaules, s'ouvre la Provence aimée des peintres. En Provence, le soleil n'est jamais écrasant. Il est au contraire généreux, vital, et c'est pour lui et les paysages qu'il transcende que les visiteurs accourent. La Provence, c'est le pays des couleurs. À Roussillon, dans le Vaucluse, cette faille éclatante. C'est une carrière d'ocre, exploitée depuis des générations. Mais la légende est plus belle, qui raconte qu'une reine, en se tuant par amour, empourpra la terre de son sang. Le village, bien sûr, est un camailleux d'ocre qui caresse l'œil. Les ruelles escarpées, le murmure clair d'une fontaine, l'ombre et la lumière se complétant, les poternes ogivales, un décor millénaire est en place. Les Romains, les Goths, les Sarrasins, les Angevins, nombreux furent les envahisseurs attirés par tant de beauté. Il fallait voir l'ennemi arriver et rendre coup pour coup. À Gordes, les maisons regroupées au flanc de la colline, au pied d'un château du XIVe siècle, si elles charment le voyageur d'aujourd'hui, étaient hier des moyens de défense. Dans cette Provence des villages, les plus grandes villes sont sur la côte méditerranéenne. L'exception à cette règle, c'est Avignon que borde le Rhône. Non loin du fleuve, l'imposante présence du palais des papes ennoblit toute la cité. Pendant tout le XIVe siècle, Avignon fut en effet le siège de la papauté, les troubles permanents qui secouaient Rome ayant fait fuir les souverains pontifes. En réalité, il y a deux palais accolés. Le palais vieux, fortifié, rigoureux comme un monastère cistercien. Et le palais neuf, plus récent de 10 ans à peine, mais plus ouvragé à l'extérieur et plus fastueux à l'intérieur. Les papes français qui se succédèrent en Avignon y amenèrent un développement prodigieux, tant artistique et intellectuel qu'économique. Sous leur règne,
la cité devint un centre universitaire et une place financière courue. Clément VI est le plus marquant d'entre eux. C'est lui qui fit agrandir le palais, lui encore qui protégea les artistes dont Pétrarque, lui enfin qui acheta la ville entière, dès lors possession papale. Cette souveraineté perdura bien après le retour des papes à Rome, et Avignon ne revint à la France, par vote de ses habitants, qu'en 1790. Depuis 1947, renouant avec sa tradition, le Palais des Papes accueille un festival théâtral où toutes les tendances s'expriment. Et c'est la ville elle-même qui devient alors une immense scène. À propos du fameux pont d'Avignon, plusieurs légendes circulent, sans compter la vieille chanson populaire. On dit qu'un berger, Bénézet, reçut l'instruction divine de le construire. Il rallia des volontaires et en 1185, le pont était achevé. Au XVIe siècle, une violente crue du Rhône en emporta une partie. Ce qui reste a conservé le nom du berger. Il est impossible d'oublier que la Provence tire son nom du latin provincia, qui la désignait comme la première province transalpine des Romains. Leur œuvre fut immense, et leur trace est partout visible. Le pont du Gard témoigne d'ailleurs de la hardiesse des architectes gallo-romains. C'était une partie de l'aqueduc qui amenait l'eau à Nîmes il y a 2000 ans. Parmi les nombreuses voies tracées par les Romains, la Via Aurelia menait de Rome à Arles. À son terme, elle devient l'allée des Aliscans, bordée d'innombrables sépultures païennes, puis chrétiennes. Si elle fut peut-être fondée par des colons grecs, c'est bien à l'établissement de vétérans des légions romaines qu'Arles doit son essor. Ils amenèrent avec eux tout ce qui faisait l'organisation et la civilisation de Rome. Les institutions, bien sûr, mais aussi le plan géométrique des cités disposées autour du forum, l'hygiène publique ou encore la distribution de l'eau. Arles était alors la principale ville de la région. Il lui fallait donc un amphithéâtre. 20 000 personnes se pressaient ici pour acclamer les gladiateurs ou pour vibrer pour les auriges, dont les chars faisaient voler le sable des arènes. Les Arlésiens viennent toujours dans cette enceinte, mais c'est désormais pour y suivre des courses de taureaux. La place de la République raconte toute l'histoire architecturale d'Arles. Une colonne romaine y fait face à l'hôtel de ville du XVIIe siècle. Et au nord de la place se dresse un chef-d'œuvre roman, la cathédrale Saint-Trophime. Le tympan représente le jugement dernier, et les damnés enchaînés cheminent vers l'enfer. Dans cette vieille cité éclatent les couleurs de Van Gogh. Bien qu'il n'y ait séjourné qu'un an, ce sont plus de 200 toiles expressives, exaltées même, qu'il composa ici. Ce fut peut-être le plus beau moment de ce maudit, qui de son vivant ne vendit qu'une seule œuvre. Pendant quelques semaines, Van Gogh reçut ici Gauguin qui travailla avec lui, avant que son errance ne l'emmène vers Tahiti. Tous deux ont été inspirés, portés par la Provence, comme tant d'artistes. Braque, Matisse, Picasso et d'autres ont trouvé ici une lumière, une douceur, qui les aidait à vivre et à créer. Paul Cézanne, lui, était un enfant de la région, né à Aix-en-Provence. Et même si son œuvre est diverse,
Rien ne l'inspira plus que sa chère montagne Sainte-Victoire. Il l'a peinte plus de 60 fois. En ses jeunes années, Cézanne était venu à Paris avec son camarade de lycée Émile Zola. Mais l'échec au concours des Beaux-Arts l'avait poussé à rentrer à Aix. Pour s'épanouir, son art avait besoin de cette atmosphère-là. Cette ancienne maison de campagne de son père devint son atelier. Et c'est ici qu'il composa beaucoup de ses natures mortes aux pommes, ou Les Grandes Baigneuses, sa dernière œuvre. Depuis la mort du peintre en 1906, l'endroit n'a pas changé. C'est pour toujours l'atelier de Cézanne. Si la nature est généreuse en Provence, les urbanistes du passé ont, eux aussi, créé de la beauté. Le XVIIe et le XVIIIe siècle ont donné à Aix ce visage classique et élégant. Tout au long du cours Mirabeau, où bat le cœur de la ville, les arbres et les terrasses des cafés apportent leur fraîcheur. Le consul romain Sextius fonda Aix sur ce site pour les eaux thermales qui y coulaient en abondance. Il leur donna même son nom, Aquae Sextiae. 2100 ans plus tard, Aix est toujours une ville de fontaines, et leur petite musique se joue dans chaque rue, sur chaque place. Chaque matin, la ville bruit d'une animation joyeuse, et tous les passants semblent converger vers un même lieu, c'est le marché d'Aix, le plus important de la région. Depuis des siècles, dès l'aube, les paysans quittent leur masse pour venir y proposer leurs produits odorants, ensoleillés, mais aussi pour rencontrer les citadins et parler avec eux. Goûter la ratatouille de légumes, la daube provençale ou l'artichaut à la barigoule, c'est aussi une manière d'aimer et de découvrir la Provence. Le fameux gastronome et voyageur romain Apicius évoquait déjà d'ailleurs les délices des aromates et des champignons du cru. Quant au gibier, la garrigue n'est pas si loin, où le petit Marcel Pagnol, émerveillé, partait chasser avec son père. On vient aussi au marché pour les tissus et les poteries, aux mêmes couleurs violentes. Enfin, Aix est une ville de musique depuis le XIIe siècle. Le roi René d'Anjou favorisa ensuite l'enseignement du chant qui rendit célèbre la cathédrale. De nos jours, un très important festival offre à l'art lyrique les nuits légères de l'été aixois. 30 km seulement séparent Aix de Marseille. Pourtant, en arrivant ici, dans le plus grand port méditerranéen, on bascule dans un autre univers, plus cosmopolite. Marseille est la plus ancienne ville de France, fondée il y a 2600 ans par des Grecs venus de Phocée. Ce comptoir vers les routes nordiques de l'Étain et de l'Ambre allait très vite prospérer. Des siècles plus tard, les croisades en firent un port de transit vers la Terre Sainte, et les négociants marseillais, à leur tour, implantèrent des postes dans le Levant. Au XIXe siècle, la politique coloniale de la France donna à Marseille son double statut définitif. Énorme métropole régionale et fenêtre ouverte sur des horizons lointains. Aujourd'hui encore, les Marseillais restent tournés vers la mer. La Canebière, qui part du Vieux-Port, est la plus célèbre avenue de Marseille. Et les immeubles cossus qui la flanquent sont la preuve de cet enrichissement du siècle dernier. Ce qui rend Marseille unique en France se voit dans les petites rues adjacentes. Toutes les couleurs, tous les parfums de la Méditerranée, de l'Orient et de l'Afrique sont là. La ville est aussi un creuset ethnique, dans lequel se fondent l'une après l'autre les vagues des émigrants. Venus d'Italie ou d'Espagne il y a 100 ans, puis d'Afrique, du Maghreb ou d'Asie plus récemment, ils contribuent à créer une société originale et évolutive. En 1943, les occupants allemands détruisirent une large part de la vieille ville. Le quartier du Panier, lui, a survécu. De l'autre côté du Vieux-Port, la basilique de Notre-Dame de la Garde domine Marseille.
Les habitants sont ainsi sous la protection de la Vierge, qu'ils appellent affectueusement la Bonne Mère. Les marins surtout requièrent cette protection. Ils lui attribuent des sauvetages miraculeux. La basilique est d'ailleurs pleine d'ex-voto, déposés par les survivants de nombreux naufrages. Marseille est une juxtaposition de quartiers très autonomes, presque des villages aux noms plaisants. La Joliette, Belle de Mai, ou comme ici le Vallon des Auphes. Qui pourrait croire que nous sommes ici dans la deuxième ville de France ? Dans cette ville de pêcheurs, un dicton dit du poisson qu'il naît dans l'eau et meurt dans l'huile. La plus goûteuse illustration de ce destin fatal est la bouillabaisse. Rascasse, baudroie, congre, loup, rouget, cuisent avec de la tomate, de l'ail et du thym. Les morceaux de poisson et le bouillon sont ensuite servis avec l'indispensable sauce au piment rouge, la rouille. Il y a quelques dizaines d'années, les dockers marseillais déchargeaient des ballots pleins de marchandises exotiques venues d'Hanoï, de Dakar ou d'Alger. Les sirènes des paquebots appelaient à bord les passagers en partance pour Saigon, via Port Saïd et les Indes. À l'entrée du port, le château d'If monte la garde depuis le XVIe siècle. De Marseille à Cassis, la mer s'insinue dans des petites criques étroites, aux parois abruptes, les calanques, au pied desquelles un jour jetèrent l'ancre les premiers vaisseaux grecs.